Eh bien, suivre le mouvement. Madame Merkel a expliqué qu'en 2008, lorsqu'elle a soutenu la décision de principe d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN, elle savait que cela équivalait, pour Poutine, à une sorte de déclaration de guerre. Cela montre l'arrogance et aussi l'irresponsabilité de tous les politiciens occidentaux. Qui sommes-nous pour déclarer la guerre à un autre sur le plan politique sans que l'autre ait commis la moindre faute? Car à ce moment-là, la Russie n'avait encore de répréhensible. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui, je m'entretiens avec Madame la docteure Petra Erler, politologue allemande et ancienne femme politique est-allemande, qui a joué un rôle déterminant dans la réunification avec l'Allemagne de l'Ouest, notamment en tant que secrétaire d'État à la chancellerie du Premier ministre. Madame Erler a coécrit avec son mari, le célèbre homme politique européen Günther Verheugen, un ouvrage important sur la situation de l'Allemagne, intitulé « Le long chemin vers la guerre, la Russie, l'Ukraine et l'Occident, escalade au lieu de détente ». C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, Madame la docteure Erler, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation, car vous avez vraiment écrit ici un excellent livre avec beaucoup d'annexes et de nombreuses explications, non seulement sur le déroulement de l'histoire, mais aussi sur les nombreuses promesses qui ont été faites. Et j'aimerais peut-être commencer par cela, car vous m'avez dit que c'était aussi important pour vous. La trahison des espoirs des Européens. À combien de niveaux voyez-vous en fait des promesses du passé qui ont été rompues, pas seulement envers la Russie, mais aussi envers les Allemands et l'Europe en général? Et tout commence avec le mouvement pacifique des droits civiques en 1989, qui avait touché toute l'Europe centrale et orientale et qui aurait ouvert la voie pour surmonter la division européenne. Cette division avait, pendant la guerre froide, pesé comme une épée de Damoclès sur l'avenir de tous, et tout particulièrement au centre de l'Europe, donc en Allemagne de l'Est et de l'Ouest, la peur d'une guerre nucléaire et de devenir soi-même le champ de bataille d'une telle guerre était très, très forte. Ce qui nous animait alors, en tant que dernier gouvernement est-allemand, c'était de saisir l'opportunité du moment, les nouveaux signaux venus de l'Union soviétique, avec la maison commune européenne telle que l'imaginait Gorbatchev, les bonnes propositions pour une économie mondiale démilitarisée, pour un effort commun afin de faire avancer la résolution des problèmes mondiaux. Et maintenant, il s'agissait de construire cette maison commune européenne. Et la Charte de Paris porte encore les traces de ce que nous espérions à l'époque. Et maintenant, je voudrais faire un pas en arrière. C'est l'époque du premier grand traité de désarmement, le traité ABM, qui a d'ailleurs été conclu en pleine guerre froide. Et si l'on relit ce traité aujourd'hui, il contient une promesse. Les deux parties voulaient, dès que cela serait possible, abolir les armes nucléaires afin de débarrasser toute l'humanité de ce grand fléau. Et cela aussi, c'était la faveur du moment, en 1990. À l'époque, on avait donc promis à Gorbatchev qu'on n'entreprendrait jamais rien contre les intérêts de l'Union soviétique, qu'on tiendrait compte de ses intérêts en matière de sécurité. Lorsqu'il a été dit que nous n'allions pas étendre l'OTAN vers l'Est, il y avait une chance d'aboutir à un monde démilitarisé. Et si l'on regarde de près le traité de dissolution de l'Union soviétique, aussi bien celui qui a d'abord été conclu en Biélorussie que l'accord d'Alma-Ata, cette vision se trouve également dans la dissolution de l'Union soviétique. Par conséquent, de mon point de vue, il n'est pas tout à fait exact de dire que ce sont toujours les Russes qui se plaignent, que les promesses faites lors de la réunification allemande n'ont pas été tenues.
En réalité, les intérêts et les espoirs de nous, Allemands de l'Est, ont été tout autant trahis. Et les intérêts et les espoirs de tous ceux qui croyaient qu'après le fléau de la guerre froide, ils allaient désormais entrer dans un monde de paix. Nos espoirs à tous ont été trahis. Et cette tromperie. D'un côté, nous avons effectivement assisté à une européanisation, une intégration européenne qui a eu lieu. Donc la Hongrie, la Roumanie, etc., qui ont toutes rejoint l'UNOPEL. Et cette Europe, une Europe plus grande qu'elle ne l'était auparavant, c'est ce que nous avons d'un côté. De l'autre côté, nous ne nous sommes pas débarrassés des lignes de front. En fait, la ligne de front ne s'est que déplacée et se trouve maintenant plus à l'est. Et cette réconciliation avec la Russie n'a jamais vraiment eu lieu. Et même à l'intérieur de l'Allemagne, il y avait et il y a toujours de grandes fractures, notamment cette différence entre l'ancienne Allemagne de l'Est et l'Ouest. Dans quelle mesure retrouvons-nous encore aujourd'hui ces lignes de fracture en Allemagne et en Europe? Où les voyez-vous encore? Je pense que la tromperie était liée au fait qu'en 1990, il était assez clair que les Américains voulaient conserver leur position dominante en Europe et n'étaient pas prêts à s'établir comme des égaux parmi les égaux dans le concert des nombreuses nations. En même temps, avec la disparition de l'Union soviétique, ils restaient bien sûr la seule superpuissance restante et pensaient pouvoir agir à leur guise de cette manière. À cette époque est la période critique et la première moitié des années 90. L'Union européenne, d'abord la Communauté européenne puis l'Union européenne, n'a pas développé de concept continental propre. Elle était plutôt occupée par ses propres affaires. D'abord, l'approfondissement qui a mené à l'Union européenne en 1992, puis l'élargissement en 1993, et ce n'est qu'ensuite qu'elle s'est approchée prudemment de la question « Oui, mais que va-t-il se passer maintenant avec les autres États du continent européen ?» Ce qui restait du gouvernement allemand, c'était la revendication qu'il devrait, tout comme nous, faire partie de l'intégration économique et politique européenne. Car dans le traité de Lullemere, contrairement au traité de l'OTAN, le droit de chaque pays à l'adhésion est clairement établi, à condition que les critères et conditions soient remplis. Par conséquent, à l'époque, les questions se concentraient surtout sur ce qu'il adviendrait de la Pologne, de la Tchéquie et de la Hongrie, c'est-à-dire des pays voisins immédiats de l'Allemagne. Déjà, la question de savoir si les Roumains et les Bulgares étaient réellement des pays européens était très controversée. Pour certains, cela allait déjà beaucoup trop loin, car toute la vision de l'histoire ou la perception du continent était restreinte par la guerre froide. L'Europe, c'était l'Ouest, et le reste, c'était quasiment la Sibérie. Oui, c'est pareil avec les Balkans. La perception que les Balkans font partie de l'Europe, il faut d'abord montrer la carte à beaucoup d'Européens pour qu'ils le croient. Et à cette époque, il n'y avait pas non plus de véritable compréhension, du moins pas à Bruxelles, de ce qu'il fallait faire avec tout l'espace post-soviétique. Fallait-il plutôt le maintenir uni, comme l'aurait suggéré l'expérience historique de l'Europe de l'Ouest, ou bien aborder chaque pays individuellement et développer des relations bilatérales. Et là encore, il n'y avait aucun intérêt à envisager, d'une manière ou d'une autre, que l'Ukraine puisse être un pays européen. Et déjà en 1994, dans la conception de certaines personnes à Bruxelles, la Russie était plutôt considérée comme l'ennemi. Ainsi, l'image de l'ennemi, née pendant la guerre froide, n'a jamais vraiment changé. Par conséquent, je ferai toujours une distinction entre l'intégration européenne, c'est-à-dire l'élargissement de l'Union européenne, et la question fondamentale. Avons-nous une architecture de sécurité européenne commune? En effet,
L'intégration économique européenne a longtemps servi de véhicule pour tirer les leçons de notre expérience après la Seconde Guerre mondiale. À savoir, si les peuples ne s'unissent pas, le risque de haine raciale, d'arrogance et de nationalisme est très élevé. Et les blessures du passé sont toutes profondes et lourdes. Mais par rapport au centre et à l'ouest du continent, cela ne s'est jamais matérialisé à l'est du continent. Nous n'avons accompli aucun travail de réconciliation. Et cela a beaucoup à voir avec notre pays. Nous avons refoulé ce que nous avons infligé, surtout aux citoyennes et citoyens de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Je voulais en fait poser cette question un peu plus tard, mais c'est un point central, quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre en tant que Suisse d'une part, mais aussi parce que je vois les mêmes débats en Suisse, je constate la même mentalité en Suisse. Et c'est actuellement quelque chose de très européen, que la Russie doit être l'ennemi, et que l'on pousse maintenant à une militarisation européenne avec l'argument qu'il faut se protéger contre la Russie. Et ce refoulement total du fait que c'est la Russie qui, au cours des 200 dernières années, a été attaquée 3 fois depuis le continent, la dernière fois avec Barbarossa, et de façon vraiment brutale, de la pire manière possible. 27 millions de morts. Ce sont des dimensions de souffrance inimaginables qui ont été générées ici, qui ont été causées, et que l'Allemagne se voit aujourd'hui dans un rôle de précurseur, enfin l'Allemagne politique, je dois le préciser, comme précurseur de cette remilitarisation contre la Russie. Pourquoi cela a-t-il si peu d'influence sur la perception des Allemands en Allemagne, ou disons des partisans de cette politique? Cela reste encore une majorité pour le moment, même s'il existe un courant opposé. À mon avis, cela constitue toujours une majorité. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question non plus. Il est relativement clair que la culpabilité allemande, après la Seconde Guerre mondiale, a été pleinement reconnue envers les citoyennes et citoyens juifs. L'Holocauste demeure le crime central de l'Allemagne, et cela explique beaucoup de notre politique envers Israël. Mais ce n'est qu'à l'occasion de certaines fêtes qu'on rappelle parfois que nous savons qu'il y a aussi eu de grands crimes commis contre les citoyennes et citoyens de l'Union soviétique. Mais il n'y a jamais eu, comme dans le cas de Varsovie par exemple, de gestes symboliques tels que une génuflexion, qui aurait déclenché un débat sur le fait que la Wehrmacht allemande a mené une guerre d'extermination et voulait éliminer ce qu'on appelait les sous-hommes judéo-bolcheviques. Car nous avons longtemps eu en République fédérale d'Allemagne l'image de la Wehrmacht propre. Ils n'étaient que des soldats. Le fait qu'il y ait eu, lors de l'opération Barbarossa, l'ordre de ne respecter aucun droit n'a, jusqu'à aujourd'hui, jamais été pleinement traité dans ce pays. Et il est également devenu très clair combien de lacunes nous avons lorsque, pour la première fois, Poutine, qui était alors encore populaire, a pris la parole au Bundestag en 2001. Tout le monde savait qu'il venait de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire de l'ancien Leningrad, la seule ville soviétique à avoir jamais été complètement encerclée, avec pour objectif d'affamer et d'exterminer la population. Pour ne surtout pas risquer la vie de soldats allemands, tel était le contexte. C'était la leçon tirée de Kiev. Et personne n'a accepté de parler avec lui du destin de sa famille. Un frère qu'il n'a jamais connu est mort de faim à Leningrad. Ses parents ont frôlé la mort par la faim. De telles expériences marquent un être humain. Et il aurait été d'autant plus important de parler de cela avec le président russe de l'époque. Et aujourd'hui, un nouveau président russe, et de comprendre à quel point il était important qu'il nous tende la main à l'époque. C'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi ces avances de la Russie, qui ont eu lieu, qui étaient évidentes,
qui sont également documentées, donc même des avances de la Russie, non seulement pour se rapprocher de l'OTAN, mais pour y adhérer. Pourquoi toutes ces avances ont été rejetées? Et je pense que dans votre livre, vous montrez aussi comment cette spirale a finalement commencé à tourner, menant à cette guerre par procuration. Cette guerre par procuration très commode, du moins pour les États-Unis, selon des déclarations officielles également, car cela permet d'économiser des soldats et de saigner l'ennemi, que l'Europe s'est aussi laissée instrumentaliser et que cela a fonctionné. Eh bien, la haine des Russes, la haine vivante des Russes, remonte au XIXe siècle, lorsque s'est instaurée une rivalité entre la Grande-Bretagne et la Russie tsariste. Et déjà, à l'époque, on reprochait à la Russie des tendances expansionnistes, de la part d'une puissance coloniale qui, selon ses propres dires, possédait tant de terres que le soleil ne s'y couchait jamais. C'était donc totalement disproportionné. Et il faut ajouter, et je pense que cela joue un rôle, quand en Russie a eu lieu à l'époque la grande révolution socialiste d'octobre, c'est-à-dire la révolte contre le capitalisme et l'impérialisme. On n'a même pas eu le temps de réagir que la Grande-Bretagne, les Américains, mais aussi l'Allemagne et la Tchéquie se sont immiscés dans cette guerre civile qui opposait alors les représentants de la bourgeoisie, c'est-à-dire les mencheviks, et les représentants de la classe ouvrière, donc les bolcheviks. Churchill n'a eu aucun scrupule à bombarder les bolcheviks avec des armes chimiques, un fait aujourd'hui oublié. Bien sûr, il s'agissait de deux idéologies opposées et irréconciliables. Mais à l'heure du plus grand danger, et je parle ici du fascisme hitlérien allemand, il a été possible de mettre temporairement de côté cette irréconciliabilité et de dire notre ennemi est plus grand. Et aujourd'hui, on me fait croire qu'un pays capitaliste comme la Russie reste un adversaire irréconciliable, alors que nous savons tous que l'avenir de notre humanité en tant que civilisation n'est plus assuré. Nous ne savons même pas si nous survivrons à la fin du XXIe siècle. On nous peint un épouvantail aux racines profondes. Et à cela s'ajoute, à mon avis, l'OTAN n'a plus d'ennemis, mais tout militarisme a besoin d'ennemis. Deuxièmement, la Grande Russie, malgré l'effondrement de l'Union soviétique, représente une immense tentation pour les puissants. Qui veut dominer le monde a besoin de la Russie. C'est quelque chose que l'empereur allemand savait déjà, et il voulait battre la Russie. Et depuis 1991, cela fait partie de la pensée américaine. Nous voulons contrôler tous ces fuseaux horaires, cette immense superficie, et surtout toutes ces richesses naturelles. Donc il faut maintenir la Russie à une taille réduite, il faut affaiblir la Russie et si possible la pousser à se désintégrer. Et c'est toujours l'idéologie qui aujourd'hui est même devenue socialement acceptable. Madame Kallas le pense, l'ancien président polonais n'y aurait rien trouvé à redire non plus. C'est le seul cas où des missiles nucléaires russes pourraient être utilisés. Personne n'y pense. C'est terrible, surtout si l'on compare avec les années 70 et 80, comme vous l'avez dit, lorsque les gens, du moins en Allemagne, étaient conscients qu'une guerre nucléaire entre les superpuissances signifierait la fin de la nation allemande, car elle se déroulerait à coup sûr sur le sol allemand. Cette conscience existait au moins, et je crois qu'elle était présente dans les deux États. Et aujourd'hui, cette conscience a disparu. La conscience des Européens qu'ils seraient ceux qui, à nouveau, en subiraient les conséquences ici. Comment expliquez-vous ce changement, qui vient aussi des années 90? Je ne pense pas qu'il était inévitable que nous en arrivions là où nous sommes aujourd'hui. Il y avait toutes ces visions, et il y avait tant d'espoir. Les années 90 étaient, du moins en Europe centrale, une décennie d'espoir et de développement positif. Tout allait s'améliorer, et puis, ce ne fut pas le cas.
Je pense que ce sont les succès des traités de désarmement qui ont été déterminants. Le plus grand danger qui pesait sur l'Europe était la menace des missiles nucléaires à portée intermédiaire. Et le fait d'avoir réussi à conclure le traité EIF, à adopter en même temps la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et à signer le premier traité de désarmement a, d'une certaine manière, rassuré les gens. À juste titre. Les délais d'alerte sont devenus plus longs, les possibilités de dialogue se sont accrues et le sentiment était que, dans les années 90, nous pouvions dialoguer les uns avec les autres. Dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, en 2004, il n'y avait nulle part, ni en Pologne, ni en Lituanie, ni en Lettonie, ni en Estonie, ni en Allemagne, le sentiment qu'on ne pouvait pas parler avec la Russie. Cela a changé de manière très ciblée, et cela venait à nouveau des États-Unis. Cela a commencé par le fait qu'on disait, de façon très hypocrite, qu'on n'avait plus besoin du traité ABM. Après tout, nous sommes tous amis maintenant. Et les tentatives de Poutine de conserver ce traité important qui laissait les deux parties à découvert et vulnérables ont été tournées en dérision. C'était en fait un traité de transparence, un traité qui rendait ces systèmes d'armes visibles et permettait des inspections réciproques. Et c'était une partie géniale parce que cela fonctionnait. C'était le traité sur les missiles à portée intermédiaire. Toute une catégorie d'armes a été supprimée. Dans le traité ABM, il est stipulé que nous ne construirons pas de boucliers antimissiles. Ne pas avoir de bouclier antimissile signifie que si une partie attaque, elle meurt en second. C'est le principe de la destruction mutuelle assurée qui, en théorie, ne devait pas mener à une course aux armements. Et ceux qui veulent à nouveau construire un bouclier antimissile, et c'était les États-Unis qui ont déclaré en avoir besoin, cherchent à obtenir une capacité de première frappe, une capacité de décapitation, et c'est la raison pour laquelle Poutine aurait été prêt à envisager dans certaines circonstances un bouclier antimissile transatlantique. Les Chinois, eux, étaient mécontents car ils se sont tout naturellement demandé « Et quel rôle vais-je jouer dans une telle architecture de sécurité ?» Car c'est toujours l'exclu qui se demande « Pourquoi suis-je exclu ?» Et le vulnérable. Et ces stratégies de décapitation, nous les voyons maintenant, nous les avons vues en direct, justement, avec l'Iran. Donc comment cela aurait dû se passer? Et finalement, cela ne s'est pas tout à fait déroulé ainsi. Oui, exactement. C'était une tentative de coup décisif qui a échoué. Et cela montre simplement que nous avons dans le monde une catégorie de militaires et de politiciens prêts à tout. De la même manière qu'on pouvait lire dans le New York Times que l'OTAN exerce de facto le commandement suprême sur l'armée ukrainienne. Oui, il a même été estimé par moments que le risque d'utilisation d'armes nucléaires était de 50%. Et malgré cela, on a continué à traiter la situation comme une partie de roulette. Misons sur le blanc. Ça va probablement tourner. Ça va probablement tomber sur la case blanche. On estime à 50%. 50% de capacité signifie que le risque est également élevé, et le risque que finalement la destruction du monde entier soit possible. Alors qu'il y a tant d'arguments contre cela, à mon avis, c'est profondément immoral, c'est inhumain. Et c'est mon problème pendant toute cette période de détérioration continue des relations avec la Russie, que nous nous éloignons de ce que nous sommes. Nous n'avons ni compassion pour les Ukrainiens, ni pour les Russes. Nous n'avons même pas de compassion pour nous-mêmes, alors que notre vie est en danger. En ce moment, on entend même en Allemagne, de la part de divers courants politiques, des propos tels que « Nous avons besoin d'une armée plus grande. Nous avons besoin de gens prêts à se sacrifier. »
Il y a des psychologues qui interviennent à la télévision allemande et qui disent que les mères doivent à nouveau être prêtes à donner leurs fils et leurs enfants pour l'armée et la sécurité de l'Allemagne. Ce sont des choses effrayantes que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour vous, à quel moment quelque chose a-t-il vraiment changé? Parce que cette idée de militarisation de l'Allemagne était longtemps un tabou. Est-ce en 2022 que ce barrage a cédé? Ou cela couvait-il déjà depuis plus longtemps? Je pense que cela a déjà une histoire sous-jacente plus longue. À l'époque, on l'écartait encore avec des formules comme « nous devons assumer une responsabilité globale » et une militarisation directe n'aurait pas non plus trouvé de majorité dans la société à ce moment-là. Mais le tournant historique, et en particulier le grand virage politique du SPD vers un parti ouvertement belliciste, qui saisit maintenant l'occasion et dit « Nous avons tout fait de travers dans le passé. Tout ce que nous avons misé sur la coopération était une erreur. Nous nous sommes tellement trompés. Nous avons été si naïfs. On ne peut combattre le mal que par le mal lui-même. » Cela a créé la percée supposée. Il est véritablement répugnant qu'un ministre de la Défense social-démocrate prononce le mot « capacité de guerre » alors qu'il provient du vocabulaire de Goebbels. C'est un terme de la guerre totale. Ce qui est moins répugnant, mais au contraire très porteur d'espoir, c'est que malgré tous ces appels, les enfants et les jeunes ne sont pas prêts à partir à la guerre. Je dis à tous mes étudiants, ne laissez personne vous convaincre que vous devez rejoindre l'armée, car alors vous êtes déjà perdus. Nous gardons encore l'espoir que la jeunesse ne veuille pas se sacrifier inutilement. Mais on y travaille, par des moyens de propagande, pour apprendre aussi à la jeunesse qu'elle doit à nouveau être euphorique à l'idée de la guerre. Et la guerre et la course à l'armement procurent à beaucoup de gens, d'un côté, de bons sentiments. Ils ont l'impression de défendre une juste cause et surtout une cause qui leur permet de se distinguer. On peut gravir les échelons de la hiérarchie. Ainsi, la quête du pouvoir est bien servie dans de telles circonstances exceptionnelles. Mais il y a une autre facette chez l'être humain, c'est sa conscience. Elle nous est aussi innée. Et instinctivement, et nous savons au fond de nous, même si quelqu'un n'a pas tout lu et ne suit pas toutes les informations parce qu'il doit travailler, élever des enfants, s'occuper de proches malades ou qu'il est lui-même malade. Vous ressentez la fausseté de ce récit. J'en suis profondément convaincu, car en Allemagne, malgré cette rhétorique de guerre, nous avons des majorités contre le déploiement de missiles à moyenne portée en 2026. Nous avons des majorités en faveur d'une solution négociée dans la guerre, même si, depuis plus de 2 ans, ceux qui parlaient de négociation et soulignaient que cette guerre aurait pu être rapidement terminée, qu'elle n'aurait jamais dû éclater, nous avons des majorités pour cela. Et on a tiré à boulet rouge contre cela. On a dit que nous étions des pacifistes minables. Les gens deviennent vraiment terribles lorsqu'ils veulent partir en guerre. Mais ce qui est grave en sciences politiques, ou ce qui devrait nous faire réfléchir, c'est qu'il y avait aussi en Ukraine ces majorités contre la guerre et pour une réconciliation avec la Russie. Elles existaient. En fait, la majorité du peuple a élu M. Zelensky parce qu'il était le candidat de la paix et parce qu'il s'est présenté en faveur d'une réconciliation avec la Russie. Et on a aussi réussi à saper cela, respectivement à obtenir un résultat qui ne permettait plus rien d'autre que de recourir aux armes. Et à ce stade, il faut dire, si les Russes franchissent la frontière, il est également clair que l'armée ukrainienne entrera en guerre. On crée ici des situations où seules les armes comptent encore. Pour ce qui est de l'Allemagne, comment voyez-vous cela?
parce qu'en Allemagne, il y avait aussi un courant opposé. Par exemple, Madame Merkel ne voulait pas, en 2008, donner la promesse que l'Ukraine adhérerait. Et pourtant, ils ont fini par céder. Alors, comment percevez-vous cette ambivalence de l'Allemagne, qui d'un côté veut s'opposer à cette escalade, mais de l'autre finit tout de même par suivre le mouvement? Eh bien, suivre. Madame Merkel a expliqué qu'en 2008, lorsqu'elle a soutenu la décision de principe d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, elle savait que cela équivalait pour Poutine à une sorte de déclaration de guerre. Cela montre l'arrogance et aussi l'irresponsabilité de tous les politiciens occidentaux. Qui sommes-nous pour déclarer la guerre politiquement à un autre pays sans que celui-ci ait commis la moindre faute? À ce moment-là, la Russie n'avait encore rien à se reprocher. Ce n'était pas le cas. Cela ne s'est pas développé comme nous le pensions. Mais, selon moi, la faute fondamentale de la Russie réside dans le fait qu'elle n'a jamais voulu se soumettre à l'Occident. Il voulait travailler avec l'Occident. Il voulait travailler en tant qu'égal parmi les égaux. Et c'est là la différence avec l'Allemagne. Nous nous sommes de plus en plus soumis à la politique des États-Unis. Et avec Joe Biden, la soumission a été parfaite. Nous sommes devenus le serviteur parfait. Ce qui vient d'Amérique doit être juste. Et lorsque le ministre allemand des Affaires étrangères dit aujourd'hui, à propos de la première frappe des Israéliens ou ensuite de la première frappe des Américains contre l'Iran, ils ont d'autres informations et de meilleures informations que nous. La Charte des Nations Unies ne compte alors plus. Seules comptent les relations transatlantiques et la volonté de se soumettre totalement aux maîtres du monde, qui se considèrent toujours comme tels, afin d'exercer ainsi un petit modèle de domination mondiale. Et je pense que la réaction que nous avons, ainsi que cette surenchère belliciste, avec désormais 5% de dépenses, montre à quel point les anciens maîtres du monde s'opposent désespérément à un processus qui est en cours depuis de nombreuses années. Ils perdent l'économie mondiale. Le monde est devenu beaucoup plus vaste et beaucoup plus diversifié. Et on peut très bien voir à l'ampleur de la colère à quel point l'Occident est devenu impuissant, relativement parlant. La conférence de Munich sur la sécurité a publié en 2020 un rapport intitulé « Westlessness ». Et dans le langage de la conférence de Munich sur la sécurité, « Westlessness » signifiait « nous ne pouvons plus agir à notre guise partout dans le monde ». Et cela rend furieux. Oui, on ressent bien la colère en ce moment, surtout lorsque l'interprétation de ce qui se passe actuellement à Gaza ne se soumet pas à celle des élites d'opinion. Par exemple, le fait qu'il y ait des personnes qui osent qualifier cela de génocide, alors que ce n'est normalement pas un mot qu'on est censé utiliser, et le fait que cela se produise quand même, cela provoque effectivement de la colère chez beaucoup de gens. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza montre à l'ensemble du monde arabe, à l'ensemble du monde musulman, que nous avons des standards différents, que nous accordons plus de valeur à la vie des personnes blanches qu'à celle de ceux qui ont peut-être une autre couleur de peau, qui parlent une autre langue et qui ne vivent pas sur notre continent. Au début de l'année, j'étais sur une petite île maldivienne qui avait un aéroport local. Et là-bas, il était écrit en anglais pour que tout le monde puisse le lire en arrivant. Nous ne voulons pas de votre argent entaché de sang. Des Israéliens, pas de passeport israélien sur une petite île quelque part qui dépend du fait que des gens de toutes les nations viennent y apporter un peu d'argent au pays. Nous sous-estimons totalement cela. Nous sous-estimons complètement qu'au moment où des crimes se produisent sous nos yeux, nous devons les nommer et que nous devons nous y opposer.
Nous nous sommes également opposés à l'attaque illégale de l'Ukraine par Poutine en violation du droit international. C'est tout à fait juste. Mais la Charte des Nations Unies s'applique à tous et nous ne nous sommes pas opposés lorsque les Américains ont récemment bombardé illégalement l'Iran. On s'est même rangé derrière les États-Unis en disant « Non, le sale boulot sera fait pour nous ». Et maintenant, on considère cela comme une qualité de leadership de la part de M. Merz, parce qu'il a eu le courage de le dire. On le dit ouvertement. C'est absurde en ce moment, et c'est effrayant. Eh bien, vous avez tout à l'heure fait référence au président Zelensky, et je pense en effet qu'en Ukraine, la volonté de paix que la majorité de la population avait a été réprimée par les gouvernements violents. Il ne s'agissait pas seulement de nationalistes dans le pays, mais aussi d'extrémistes nationalistes, c'est-à-dire de quelques nazis. On ignore complètement ce qui peut se passer dans un pays lorsque des gens en rangée apparaissent et menacent constamment de recourir à la violence. La plupart des gens ont peur de la violence, et Zelensky a lui-même été personnellement confronté à des menaces de mort. Tu seras pendu au prochain arbre sur l'avenue principale de Kiev et ta famille avec toi. Ainsi, on a créé au sein même de l'Ukraine un climat marqué par la peur et la terreur. Le pire, c'est que les soi-disant amis de l'Ukraine, les États-Unis, l'Union européenne, y compris l'Allemagne, nous n'avons pas levé le petit doigt, nous n'avons pas dit « ça suffit », alors que ce sont les ONG que nous soutenons qui ont participé à cette chasse aux sorcières. Et il faut bien se demander si nous n'avons pas vu ou si nous n'avons pas voulu voir ce qui se passe en Ukraine. Et cette situation, nous ne l'avons pas ainsi en Allemagne. Je pense toujours que non. Nous avons une situation où règne un grand silence. Selon les sondages, beaucoup de gens en Allemagne n'osent plus exprimer leur opinion. Même au sein du cercle d'amis ou de la famille, on n'ose plus en parler, car on craint qu'une opinion politique ne provoque des disputes familiales ou n'entraîne un éloignement entre amis. Pourtant, c'est la seule façon de stopper l'avancée de cette idéologie vraiment inhumaine de la volonté de guerre. Vous l'avez évoqué. Au final, chaque mère serait confrontée à la question suivante. Suis-je prête à sacrifier mon fils? Et si oui, pourquoi exactement? Pour Rheinmetall? Pour les intérêts des entreprises comme BlackRock? Pour les fonds d'investissement américains? Ou bien, la mort n'est-elle toujours que la seconde meilleure solution et n'existe-t-il pas une voie, une meilleure solution, celle du dialogue? Et je pense que les gens savent, par leur propre expérience, qu'on peut se disputer violemment, mais qu'on peut aussi se réconcilier si on se parle. Le dialogue n'a pas été diabolisé, seulement depuis février 2022. Je me souviens très bien qu'en 2021, Vladimir Poutine, à l'occasion d'une journée commémorative, je crois que c'était la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2021, avait publié un long article, je crois que c'était dans Die Zeit, l'un des plus grands journaux. Et dans cet article, il a de nouveau écrit que ce n'était pas une guerre des Russes contre les Allemands, mais une guerre contre le national-socialisme et contre les nazis. Il a donc toujours fait la distinction entre les nazis, qui ont dirigé et opprimé l'Allemagne, et les Allemands, le peuple allemand. Et il a également toujours souligné que le peuple russe entretient de bonnes relations avec le peuple allemand. Mais même cela a déjà été malmené en 2021. Je ne me souviens plus si c'était dans Die Zeit ou un autre grand quotidien, mais le fait qu'une lettre d'un va-t-en-guerre ait été publiée sans aucune critique. Donc cette projection et cette perception de la Russie comme le prochain pays européen, la raison pour laquelle l'Europe sombre dans la guerre, cela remonte déjà assez longtemps. Pouvez-vous identifier le moment où cela a basculé? Parce que, comme vous l'avez dit, en 2001, il y avait encore des ovations debout pour M. Poutine au Bundestag.
Quand cela a-t-il changé? Les premières voix vraiment toxiques sont venues des États-Unis, de John McCain. C'était en 2006 à la conférence de sécurité de Munich. Je crois qu'il a dit que c'était une station-service qui se faisait passer pour un pays. Il a utilisé plusieurs formulations de ce genre, mais aussi le discours prononcé lors de la conférence de sécurité de Munich en 2007, qui était un discours très intelligent, rétrospectivement. Nous aurions dû écouter. Nous aurions dû tendre la main. Ce n'était pas encore la rupture, car il y avait toujours la tentative d'un reset. Et en 2010, la chancelière allemande se promenait encore avec Medvedev et réfléchissait à un conseil de sécurité commun entre la Russie et l'Union européenne, sur la base d'une proposition de Medvedev. Mais tout cela a été immédiatement combattu et attaqué, à peine évoqué. En particulier, venant d'organisations américaines comme l'Atlantic Council ou le German Marshall Fund, qui n'ont vraiment rien d'autre en tête que de chercher sans cesse les chevaux de Troie du Kremlin. Et déjà en 2014, lors des Jeux olympiques d'hiver à Sotchi, il y avait une atmosphère extrêmement agressive envers la Russie dans ce pays. Je me souviens que tout le monde disait « Poutine a lui-même passé la revue de la parade ». C'est, pour ainsi dire, la parade de Poutine. Et elle a été diffusée. Et dans cette parade, sous le soleil, c'est l'Olympiade, chaque pays montre comment il se voit lui-même et comment il aimerait être perçu. Et dans cette parade, Pierre le Grand jouait un rôle. Donc, toutes ces choses qui autrefois reliaient la Russie à l'Occident et à l'ouverture envers l'Occident. Il était prêt à apprendre. Peter est devenu charpentier. Il a coopéré ici en Prusse avec Frédéric le Grand. Et la Seconde Guerre mondiale manquait complètement. Il n'y a pas participé du tout. Peut-être parce qu'à cette époque, on disait aussi au monde que nous ne voulions nous voir ni comme victimes ni comme vainqueurs de l'histoire. Et la ZDF, qui a retransmis cela, et puis sont venus les célèbres anneaux olympiques, ils ont été allumés, et l'un d'eux ne s'est pas allumé. Et comme nos journalistes se sont réjouis que cela ait échoué. Ils n'ont pas entendu l'hymne prussienne, qui a aussi été joué pendant le défilé, comme signe de bonne volonté, un pont vers cette partie de l'Europe qui se considère toujours comme l'Europe exclusive. Ils ne se sont réjouis que de l'erreur. Et c'était avant la Crimée. Il y a eu des moments où l'Allemagne a aussi essayé d'avoir une politique différente. Je pense par exemple à l'Ostpolitik de Willy Brandt. Ou encore au fait qu'en 2003, l'Allemagne s'est opposée, alors qu'en 1999, elle avait participé à l'intervention en Serbie, en Yougoslavie, mais en 2003, elle a refusé de prendre part à la guerre en Irak. Donc, il y a eu, à plusieurs reprises, même après la Seconde Guerre mondiale, des moments où l'Allemagne a tenté de donner une autre orientation et de résister à la dictée de Washington. Mais cela s'est toujours estompé par la suite. Willy Brandt était un social-démocrate. Les sociaux-démocrates étaient ceux qui, en 2003, s'opposaient le plus fermement à la guerre en Irak. Et à cette époque, la future chancelière allemande pensait encore qu'il fallait participer par solidarité avec les États-Unis. C'est du moins ce qu'elle a écrit dans le New York Times. Plus tard, elle a oublié cela. Nous n'étions pas non plus présents en Libye en 2011. Et le dernier signe de résistance allemande est venu de Merkel. Il ne s'est pas manifesté sous la forme des accords de Minsk, mais sous la forme de Nord Stream 2. Nous voulions préserver cette ligne de vie pour notre économie allemande. Nous savions bien que la consommation de gaz allait augmenter et autrement, la transition énergétique n'était pas réalisable. Elle a défendu Nord Stream 2 contre toutes les résistances jusqu'en juillet 2021. Puis, elle a changé de position face à Biden aux États-Unis.
Et la social-démocratie, sous l'effet ou en profitant de la guerre en Ukraine, a proclamé le tournant historique. Mais là aussi, il y avait encore un élément de résistance, car le chancelier allemand, qui s'est présenté de manière très affirmée lors de ce tournant, pensait encore début mars qu'il fallait parvenir rapidement à une solution négociée. Et il était donc occupé avec le pape. Il a rencontré la Turquie. Il a parlé avec Xi, il a parlé avec Poutine, il a parlé avec Zelensky. L'Allemagne a mené une diplomatie active pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Et cette diplomatie pouvait s'appuyer sur un accord rapide entre Poutine et Zelensky pour mettre fin à la guerre par une solution négociée. Mais au final, on s'est à nouveau plié au diktat des Américains. Je pense que le point de rupture a été le 26 mars, le grand discours de Joe Biden à Varsovie, où il est devenu clair de quoi il s'agissait désormais. Maintenant, la Russie allait être clouée au pilori. Sur le plan économique, elle devait être ruinée, comme l'a dit notre ministre allemande des Affaires étrangères. Donc le rouble sera réduit en poussière et en cendres. On pouvait s'attendre à des effets similaires à ceux d'une guerre. Nous fournirons à l'Ukraine tout ce que nous pouvons, et la Russie sera finalement affaiblie sur le plan stratégique, ou, comme l'ont dit les Ukrainiens, se retrouvera dans l'état de l'Allemagne en 1945. À ce moment-là, je pense qu'il était déjà presque évident pour tous les acteurs de quoi il s'agissait réellement. Il s'agissait de transformer la guerre en Ukraine, qui avait commencé en Russie, en une guerre totale contre la Russie, et d'infliger à ce pays une défaite stratégique. Et le gouvernement fédéral allemand, dirigé par le SPD, s'est soumis à cette politique. Et le gouvernement actuel ne fait rien d'autre. Ils ne se rendent même plus compte que l'Ukraine se vide de son sang dans ce processus. Ainsi, ils utilisent l'hémorragie de l'Ukraine pour faire de la propagande chez eux et dire « nous devons en faire encore plus, saigner encore davantage ». Mais comme je l'ai dit, avec toute la politique de sanctions, nous ne nous sommes pas seulement tiré une balle dans le pied, mais nous nous sommes au moins arraché un poumon. Nous sommes toujours au bord de la récession, car toute l'économie allemande reposait sur un modèle de croissance très clair. Nous sommes largement implantés en Europe centrale et orientale pour produire à moindre coût et profiter des différences de salaire. Nous ne disposons d'aucune matière première importante, nous n'avons pas d'énergie, nous dépendons des importations d'énergie et les moins chères venaient de Russie. Et ce modèle a été détruit. Nous allons en payer le prix pendant des années, voire des décennies, car aujourd'hui, nos prix de l'énergie sont non seulement beaucoup trop élevés pour la population, mais aussi pour l'industrie, pour continuer à travailler au niveau de prix et de salaires précédents. Et personnellement, j'ai beaucoup de mal à imaginer comment les 5% d'augmentation de la production d'armement ou d'infrastructures pourront être réalisés. Tout est venu beaucoup. C'est en fait, d'un point de vue américain, d'une absolue brillance. On peut faire saigner les Russes avec le sang d'autres anciens citoyens soviétiques, avec le soutien total des Européens. On peut en même temps discréditer économiquement l'Europe. Et ce qui reste de l'Europe doit encore, par contrat, être transféré aux États-Unis pour obtenir encore plus d'armes, afin de pouvoir combattre encore davantage l'ennemi, sans avoir à sacrifier un seul soldat américain. Tout en récoltant les profits capitalistes pour la classe capitaliste américaine. Et puis on laisse quelques miettes aux élites européennes qui participent effectivement et gravitent dans les sphères transatlantiques. Donc, c'est brillant. C'est aussi tout simplement démoniaque et maléfique. Mais, pardon. Vous ne devez pas oublier qu'en même temps, l'Amérique a aussi une population lasse de la guerre et que c'est justement Trump qui propose le contre-récit.
Il continue d'affirmer du moins qu'il souhaite une amélioration des relations avec la Russie. Et chaque fois que d'autres disent que telle ou telle personne s'est mal comportée, Trump répond généralement « Nous ne sommes pas des anges non plus ». Cela fait partie des constantes, à savoir que, contrairement à d'autres, il ne nie pas qu'au temps de sa domination unipolaire, l'Amérique a causé beaucoup de malheurs et de blessures dans le monde. Le problème, c'est que je ne suis pas encore tout à fait sûre. Je ne sais pas comment vous l'évaluez. Trump sacrifierait-il aussi l'Europe de l'Ouest, comme l'Ukraine, afin que nous soyons en quelque sorte la prochaine ligne de défense contre la Russie? Ou bien, parmi Trump et ses cercles de soutien, n'y a-t-il pas aussi des personnes qui se rendent bien compte que les États-Unis approchent de leur fin et qu'ils doivent chercher une nouvelle voie de compréhension avec d'autres peuples? Car si cette voie de compréhension échoue, nous assisterons à un empire qui se dévore lui-même et tout le reste dans le feu de sa propre chute. Voilà l'option. Nous avons deux options dans ce monde, et la décision n'est pas encore prise. Soit un empire se retire pacifiquement, soit il ne le fait pas. La question est de savoir si le système est capable de le faire. Parce que je me dis que si nous demandions à M. Trump, il dirait immédiatement « Non, je ne veux sacrifier personne, pas même l'Ukraine. Je veux mettre fin à cela. » La question est, où le système exerce-t-il sa pression? Et si nous réfléchissons à la manière dont l'Union soviétique, en tant que système, a finalement disparu pacifiquement, presque exclusivement de façon pacifique, il faut aussi prendre en compte la capacité d'un système à s'abolir pacifiquement. L'Union soviétique avait cette capacité. Je ne suis pas sûr que le modèle américain et occidental possède cette capacité. Peut-être que seule la guerre totale reste, ce qui serait bien sûr absolument terrible. Je me demande simplement si nous pouvons tirer des leçons de la façon dont cela s'est passé en 1990. Je ne suis pas tout à fait sûre de la manière dont il faut finalement juger le processus de désintégration et de dissolution de l'Union soviétique. Tous ceux qui ont orchestré cette dissolution étaient des communistes, donc solidement ancrés dans leur parti, et il me semble qu'ils ont voulu, à travers la dissolution de l'Union soviétique, consolider leur propre base de pouvoir. Il était tout à fait évident qu'avec le renversement pacifique, la question de la culpabilité passée se poserait également. Et rares étaient ceux qui avaient intérêt à répondre à cette question d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, dans tous les pays que je connais plus ou moins bien, les anciens dirigeants communistes sont arrivés à la tête de la société, soit comme chef d'État, soit comme Premier ministre. Et ce n'était pas comme en RDA, où toute l'élite politique a disparu du jour au lendemain, mais ils ont vécu avec les gens, ou plutôt, tout le monde a dû vivre avec ceux qui étaient là. Mais ceux qui ont dissous le système étaient tous en haut de la hiérarchie. Pour eux, c'était en quelque sorte un chemin vers l'avenir, et ce chemin devait être parcouru de manière nationaliste. Cela explique aussi pourquoi l'Ukraine a immédiatement essayé de se distancier de la Russie, alors que ces deux pays étaient profondément liés, économiquement, mais aussi culturellement, humainement et au niveau des infrastructures. C'était comme si chaque côté devait se couper quelque chose. Ce n'est pas forcément pacifique non plus. Non, non, ce n'est pas le cas. Mais c'était une voie sans une immense guerre civile, ou peut-être une guerre civile qui est survenue 30 ans plus tard. Mais ce serait encore une autre discussion. Permettez-moi peut-être de vous demander, à propos de votre livre, et aussi de la question de l'escalade, qu'est-ce qui vous semble encore important dans l'analyse de ce que nous observons actuellement dans l'actualité? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore abordé et qui vous paraît essentiel? Was haben wir jetzt noch nicht besprochen, was Ihnen wichtig ist?
Il est également important pour moi de dire que dans notre récit, cette guerre serait, pour ainsi dire, naturellement liée au caractère de la Russie. Et chaque étape vers la guerre est en fait présentée comme si elle était sans alternative. Inévitable, oui, et elle viendra. En 2029 ou 2030, elle arrivera. Et il n'y a rien d'autre à faire que de s'armer massivement. Voilà le récit. Dans notre imaginaire, il n'existe plus l'idée, ni même l'espoir, que nous puissions changer le monde par nos actions, parce que la politique est humaine. Nous pourrions engager des discussions, nous pourrions essayer de résoudre les conflits de manière pacifique, mais ces discussions ne doivent pas avoir lieu, car on ne parle pas avec le diable. On ne parle pas avec Poutine, qui semble être le nouveau Hitler, bien qu'une telle comparaison minimise les crimes de Hitler et de ses complices. Je suis totalement opposé à l'utilisation de telles comparaisons, car elles ne rendent pas justice à l'ampleur et à la singularité de ces crimes. Et je pense aussi que nous devons réussir à sortir de notre centrage en tant qu'Européens, même ceux qui s'opposent au récit de la guerre. Quand j'y réfléchis, nous nous tenons du côté de l'immense majorité de l'humanité. Nous ne pouvons tout simplement pas imaginer qu'en Afrique, en Amérique latine, en Asie, on envisage un modèle mondial fondé sur la coopération. Nous n'avons pas seulement une vision limitée de notre propre capacité d'action, nous apparaissons toujours comme ceux qui sont mus par l'action, qui ne peuvent rien faire. Nous sommes, pour ainsi dire, livrés au mal. D'un autre côté, nous avons une conception totalement réduite de ce que sont les droits de l'homme. Nous n'avons jamais vraiment lu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous devrions être frères les uns pour les autres. Nous devrions nous rencontrer avec bienveillance. Nous n'avons même pas vraiment lu notre charte de l'OTAN. Nous ne faisons rien. Nous n'engageons aucun processus d'apaisement des conflits. Nous disons que l'autre a son opinion, mais nous ne l'écoutons même pas, car c'est de cela qu'il s'agit dans toute la guerre en Ukraine. Il s'agit de savoir si les intérêts de sécurité russes sont pris en compte, oui ou non. Et comme nous ne sommes pas prêts à les prendre en compte, la Russie s'emparera de la victoire et imposera militairement ses intérêts de sécurité, et c'est la forme la plus cruelle que l'on puisse infliger à un peuple comme l'Ukraine. Oui, nous avons réussi à créer un monde dans lequel la décision concernant les conflits doit à nouveau être prise sur le champ de bataille. Et là, nous nous sommes manipulés nous-mêmes. Mais vous dites non. Nous ne pouvons pas continuer à permettre à ce monde d'exister ainsi. Si nous continuons à avancer dans ce monde, nous finirons par avoir un monde où il ne restera plus rien. Nous avons des armes nucléaires et je pense que la science est sans équivoque. Pendant la période du Covid, on nous a toujours dit « Suivez la science, quoi qu'il en soit ». Et la science est claire. Les physiciens nucléaires le savent. Tous ceux qui ont affaire aux armes nucléaires le savent. Il ne s'arrêtera pas à la première. Et à la fin, il ne restera plus rien qui ait encore un nom. Non, et cela ne vaut certainement pas la peine d'aller aussi loin. Madame Erler, ce sont aussi des conclusions très désillusionnantes, mais nous ne pouvons pas vous éviter si nous voulons regarder le monde en face. Pour les personnes qui aimeraient lire davantage de vos écrits, je mettrai certainement un lien vers votre livre en allemand dans la description. Y a-t-il d'autres endroits où vous publiez? Oui, je publie le plus régulièrement sur Substack, c'est petraerler.substack.com. Je suis la gardienne du phare. D'accord, je vais également ajouter ce lien ci-dessous. Merci de le consulter tous. Madame la docteure Petra Erler, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Je vous remercie pour cet entretien, c'est très plaisir.